Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez fascinant. Le mouvement des objets sous l'effet de force qu'on ne voit pas, mais qui sont partout. La gravité et le magnétisme. Bonjour. Oui, deux forces fondamentales, mais qui agissent, on va le voir, de manière très très différente. Exactement. On s'appuie sur une étude qui analyse ça en détail, comment les objets bougent, que ce soit une balle qu'on lance ou même des particules minuscules, quand elles rencontrent ces champs de force. Notre but, c'est de comprendre un peu mieux non seulement comment ça bouge, mais surtout pourquoi c'est si différent entre les deux. Pourquoi la gravité tire tout droit vers le bas, alors que le magnétisme, ça a l'air plus compliqué, quoi. Accrochez-vous, on va essayer de démêler tout ça. C'est parti pour l'analyse. Tout à fait. Alors, pour commencer peut-être, posons le décor. Qui sont nos acteurs principaux? D'abord, la gravité. Ou, plus précisément, quand on est près de la Terre, on parle du champ de pesanteur. Oui, On le considère souvent comme uniforme, près de la surface, et il est caractérisé par cette fameuse accélération G. Environ 9,81 mètres par seconde au carré, toujours vers le centre de la Terre. C'est ce qui nous plaque au sol, quoi. simple, direct. Voilà. Ensuite, le champ magnétique. Alors là, c'est une autre paire de manches. C'est une zone, un espace où une force s'exerce sur les particules chargées. Ah, important, ça, les particules chargées. Oui, chargées et en mouvement. C'est crucial. Et la grosse particularité de cette force, c'est qu'elle agit toujours perpendiculairement à la vitesse de la particule. D'accord, on y reviendra, ça a l'air d'être la clé. C'est une des clés, oui. Et puis, il ne faut pas oublier le troisième larron, si on peut dire, le frottement. Ah oui, le frottement de l'air, par exemple. Exactement. Cette force qui s'oppose toujours au mouvement, dès qu'on est dans un fluide comme l'air. Elle dépend de la vitesse, parfois c'est simple, proportionnel à V. Parfois ça dépend du carré de V, V carré. Et elle est super importante parce que c'est elle qui souvent limite l'accélération. C'est grâce à elle qu'on atteint une vitesse limite. D'accord. Comprendre comment tout ça interagit, pesanteur, force magnétique, frottement, c'est vraiment essentiel en physique. Bon, alors commençons par le plus simple, le cas que l'étude aborde en premier. Le mouvement juste sous l'effet de la gravité, sans frottement. La chute dans le vide ou le projectile idéal, c'est ça? C'est ça, le cas d'école. La seule force qui agit, c'est le poids, P. Donc P égale mg, c'est ça? Exactement. Et on applique la bonne vieille deuxième loi de Newton, force égale masse fois accélération. Donc F égale ma. Ok. Ici, F, c'est juste le poids, P égale mg. Donc on a ma égale mg. Et là, magie. La masse s'en va. Voilà. La masse se simplifie. Et on trouve que l'accélération A est simplement égale à g, une constante dirigée vers le bas. Et c'est pour ça que dans le vide, une plume et une boule de pétanque tombent exactement à la même vitesse, enfin, avec la même accélération. C'est quand même beau, le physique. Oui, c'est assez élégant. Et à partir de cette accélération constante, g, on peut tout calculer, comment la vitesse change, comment la position change avec le temps. Pour une chute libre, ça donne quoi? La vitesse augmente linéairement avec le temps, v égale gt, si on part de 0, et la distance parcourue, elle augmente comme le carré du temps. C'est pour ça que ça accélère de plus en plus vite, en quelque sorte. D'accord. Et si on ne fait pas que laisser tomber, mais qu'on lance l'objet en l'air, avec un angle, comme quand on joue au basket? Ah, le projectile. L'étude décrit bien ça aussi. Là, l'astuce, c'est de décomposer le mouvement, En deux directions. horizontal et vertical. Précisément. Horizontalement, s'il n'y a pas de frottement de l'air, il n'y a aucune force. Donc, pas d'accélération horizontale. Exactement. La vitesse horizontale reste constante. L'objet avance sur le côté à vitesse régulière. Ok. Verticalement, par contre, c'est comme la chute libre. On a toujours cette accélération G vers le bas. Donc, si on lance vers le haut, l'objet monte, sa vitesse verticale diminue, s'annule au sommet, Hein? et puis il redescend de plus en plus vite. C'est ça. Et quand on combine les deux, un mouvement horizontal à vitesse constante et un mouvement vertical qui monte puis descend, eh bien, on obtient cette fameuse courbe. La parabole. Exactement. La trajectoire parabolique, c'est vraiment la signature du mouvement sous l'effet unique de la gravité constante, comme l'étude le souligne. L'étude parle aussi de la flèche et de la portée, je crois. Oui, ce sont les caractéristiques de la parabole. La flèche, c'est la hauteur maximale atteinte. La portée, c'est la distance horizontale totale parcourue avant de retomber au même niveau. Et tout ça, ça dépend de la vitesse initiale et de l'angle avec lequel on a lancé. C'est la base de la balistique, en fait. D'accord. Bon,
ce monde sans air, c'est bien pour comprendre les bases, mais revenons sur Terre. L'étude aborde ensuite le cas plus réaliste, la chute verticale, mais avec la résistance de l'air. Et là, ça se complique un peu, j'imagine. Oui, un peu. Parce que l'air, ce n'est pas le vide. L'étude le rappelle bien, dès qu'un objet bouge dans l'air, il subit son poids, bien sûr, mais aussi au moins deux autres forces. Lesquelles? La poussée d'Archimède et la force de frottement de l'air. La poussée d'Archimède? C'est le truc avec le volume de fluide déplacé, c'est ça? C'est tout à fait ça. Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée vers le haut égale au poids du fluide qu'il a déplacé. Pour une bille en acier dans l'air, c'est souvent négligeable par rapport au poids. Mais pour un ballon de baudruche? Ah là, c'est très important. Elle est même plus grande que le poids, c'est pour ça qu'il monte. L'étude donne la formule, FA égale ρr VG, mais l'idée c'est une force vers le haut, liée au volume de l'objet et à la densité de l'air. D'accord. Et l'autre force, le frottement de l'air. L'étude dit qu'elle s'oppose au mouvement et surtout qu'elle dépend de la vitesse. C'est ça le point clé. C'est ça qui change fondamentalement les choses, oui. Cette force de frottement F, elle freine l'objet. Et plus l'objet va vite, plus elle freine fort. Elle n'est pas constante, donc. Non, elle augmente avec la vitesse. L'étude mentionne différents modèles, parfois proportionnels à V, parfois V carré pour les vitesses plus élevées. Et la forme de l'objet joue énormément aussi, bien sûr. Un parachute et une fléchette, ça ne frotte pas pareil. Donc, si je résume, pour une chute réelle, on a le poids qui tire vers le bas, et vers le haut, on a la poussée d'Archimède, plus le frottement qui augmente avec la vitesse. C'est un peu un bras de fer, non? C'est exactement ça, un équilibre dynamique. La loi de Newton devient ma égale poids, poussée d'Archimède, frottement V. Et ce qui est intéressant, c'est comment le mouvement évolue. L'étude décrit bien les étapes. Ah oui! Comment ça se passe? Il y a des phases? Oui, en gros, deux phases. Au tout début, l'objet part sans vitesse, ou presque. Le frottement est donc quasi nul. La force nette, c'est surtout le poids moins la poussée d'Archimède. L'objet accélère fortement, un peu comme dans le vide. C'est le régime initial. Il prend de la vitesse. Voilà. Mais en prenant de la vitesse, la force de frottement, elle, augmente. Elle s'oppose de plus en plus à la chute. Du coup, la force nette, poids, Archimède, frottement, diminue. Donc l'accélération diminue. Exactement. L'objet continue d'accélérer, mais de moins en moins fort. La vitesse augmente toujours, mais plus lentement. Et ça continue comme ça indéfiniment? Non. Et c'est là qu'arrive le moment clé, bien expliqué dans l'étude. La vitesse augmente tellement que la force de frottement finit par devenir exactement égale à la force qui tire vers le bas. Poids, Archimède. Ah, donc les forces s'équilibrent parfaitement. C'est ça. La force nette devient nulle. Et si la force nette est nulle, d'après Newton, L'accélération est nulle. bingo! L'objet cesse d'accélérer, il continue de tomber, mais sa vitesse ne change plus. Il a atteint sa vitesse limite. C'est le régime permanent. C'est fondamental pour comprendre pourquoi les gouttes de pluie ne nous assomment pas ou pourquoi un parachutiste peut atterrir. Ah oui, très clair. Cet équilibre final est vraiment contre-intuitif au premier abord, mais logique quand on décompose. Bon, changement radical de décor maintenant. On oublie la gravité un instant et on passe au champ magnétique. L'étude examine le cas d'une particule chargée, genre un électron, qui se déplace dans un champ magnétique uniforme. C'est quoi uniforme? Uniforme, ça veut dire que le champ magnétique, le vecteur B, est le même partout dans la région considérée. Même direction, même sens, même intensité. C'est une simplification, bien sûr, mais on arrive à créer des zones comme ça en labo. Ça permet d'isoler vraiment l'effet du champ B sur la particule. D'accord. Et l'étude décrit une expérience typique. On envoie des électrons dans ce champ. Qu'est-ce qu'on observe? Alors, l'expérience montre un truc très net. Si les électrons entrent dans le champ et que leur vitesse est parallèle au champ B, Oui. il ne se passe rien. Ils continuent tout droit, comme s'il n'y avait pas de champ. Ah bon? Le champ est là, mais il n'agit pas. Dans ce cas précis, non. Mais si les électrons entrent avec une vitesse perpendiculaire au champ B, Là, ça change. ah oui, là leur trajectoire est immédiatement déviée. Ils ne vont plus droit, ils se mettent à tourner. Ils décrivent un cercle. Attends, ça c'est très différent de la gravité, hein. La gravité, elle agit tout le temps, peu importe la direction. Le champ magnétique, lui, il agit seulement si la vitesse n'est pas parallèle, et en plus, il fait tourner au lieu de tirer. L'étude explique ça comment? Avec la force de Lorentz. C'est exactement ça. C'est le cœur de l'explication. Une particule qui a une charge Q et une vitesse V, plongée dans un champ magnétique B, subit une force, la force de Lorentz, donnée par F égale Q, V vectoriel B. Ce vectoriel, c'est le produit vectoriel. Oula,
Produit vectoriel. Ça me rappelle des souvenirs de lycée, pas forcément bons. Concrètement, ça veut dire quoi pour la direction de la force? Ah ah, oui, ça peut impressionner un peu, mais l'idée physique est simple et super importante. Ce produit vectoriel signifie que la force F est toujours perpendiculaire à la fois à la vitesse v et au champ b. Toujours perpendiculaire aux deux? Oui, imagine v et b dessinés sur une feuille de papier. La force F sera toujours soit pointée vers le haut, sortant de la feuille, soit vers le bas, entrant dans la feuille. Jamais dans le plan de la feuille. Il y a des règles, comme celle de la main droite, pour trouver le sens exact, mais le point crucial, c'est cette perpendicularité systématique. D'accord. Et ça explique l'expérience. Parfaitement. Si V est parallèle à B, l'angle entre eux est 0. Le produit vectoriel est nul, donc la force est nulle. Pas de déviation. Logique. Si V est perpendiculaire à B, l'angle est de 90 degrés. Le produit vectoriel est maximal. Et la force F est perpendiculaire à V. Or, une force qui est toujours perpendiculaire à la vitesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne pousse pas dans le sens du mouvement. Elle pousse sur le côté. Exactement. C'est comme si on donnait en permanence une petite pichonnette sur le côté à la particule. Ça la fait tourner. D'accord, je vois pour la courbe. Mais il y a un truc que l'étude souligne comme étant vraiment fondamental. Même si la trajectoire tourne, la vitesse de la particule, sa rapidité, elle ne change pas. Ça me paraît dingue. Une force qui agit mais qui ne change pas la vitesse. C'est la conséquence la plus contre-intuitive mais la plus importante de cette perpendicularité. Et l'étude a raison d'insister. Réfléchissons. Pour changer la vitesse d'un objet, il faut lui fournir du travail, ou lui en prendre. Oui, le travail d'une force. W égale FD cos θ. C'est ça? Quelque chose comme ça, oui. Le travail dépend de la composante de la force qui est parallèle au déplacement. Or, la force de Lorentz est toujours perpendiculaire au déplacement, puisque le déplacement instantané est dans la direction de la vitesse v. Ah, donc l'angle entre F et V est toujours de 90 degrés? Exactement. Et le cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Voilà. Le travail de la force de Lorentz est toujours nul. À chaque instant, elle ne donne aucune énergie à la particule et elle n'en enlève aucune. Et donc l'énergie cinétique? Elle reste constante. D'après le théorème de l'énergie cinétique, si le travail total est nul, l'énergie cinétique ne varie pas. Et l'énergie cinétique, c'est 1/2 mv au quart. Si elle est constante et que la masse m est constante, alors la norme de la vitesse, v, doit aussi être constante. Incroyable. C'est une différence énorme avec la gravité qui, elle, travaille clairement et change la vitesse. Fondamentale, la gravité accélère ou freine, elle change l'énergie cinétique. La force de Lorentz, elle, se contente de changer la direction de la vitesse, pas sa valeur. Donc, l'image que j'avais tout à l'heure, le champ magnétique, c'est comme un guide qui tourne juste le volant sans toucher ni à l'accélérateur ni au frein. C'est une excellente image. C'est précisément ça. Une force purement directrice. Et l'étude dit que si la vitesse est bien perpendiculaire au champ au départ, le mouvement devient circulaire et aussi plan. Pourquoi? Alors, pour le côté plan, si la vitesse initiale n'a pas de composante le long de B, et que la force est toujours perpendiculaire à B, il n'y a aucune raison pour que la particule se mette à bouger le long de B. Elle reste coincée dans le plan perpendiculaire à B qui contient sa vitesse initiale. D'accord. Et pourquoi un cercle parfait? Dans ce plan, on a une particule avec une vitesse v constante en norme. Elle subit une force F, Lorentz, qui est toujours constante en norme, car Q, V et B sont constants et perpendiculaires, et qui est toujours perpendiculaire à V. Ce sont exactement les conditions d'un mouvement circulaire uniforme. La force pointe toujours vers un même point, le centre du cercle, et sa norme constante assure un rayon constant. La force de Lorentz joue ici le rôle de force centripète. C'est le mouvement caractéristique. C'est fou de voir comment cette seule règle de perpendicularité de la force entraîne toutes ces conséquences. Pas de travail, vitesse constante, mouvement circulaire. Bon, alors, pour résumer un peu tout ça, si on compare vraiment les deux champs, comme le fait l'étude en conclusion. Oui, la comparaison est très éclairante. D'un côté, le champ de pesanteur. Il exerce une force, le poids, qui dépend de la masse. Cette force est constante en direction et en sens, vers le bas près de la Terre. Elle provoque une accélération constante, g, si on oublie l'air. Résultat, trajectoire rectiligne ou parabolique, et la vitesse change, l'énergie cinétique change. C'est ça. Et avec le frottement, on a cette complication de la vitesse limite. D'accord. Et de l'autre côté, le champ magnétique. Lui, il exerce la force de Lorentz, qui dépend de la charge et de la vitesse de la particule. Et surtout,
Cette force est toujours perpendiculaire à la vitesse et au champ B. Conséquence. Si la vitesse est parallèle à B, force nulle, rien ne se passe. Si elle a une composante perpendiculaire, la trajectoire est courbée. Typiquement circulaire si V est totalement perpendiculaire à B. Mais le point crucial, martelé par l'étude, la norme de la vitesse et l'énergie cinétique restent constantes. Le magnétisme redirige, il ne pousse pas au sens énergétique. Exactement. Il change la direction du mouvement, pas son intensité. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Ce qu'il faut retenir de cette analyse, si je tente une synthèse, la gravité, c'est l'attraction universelle assez directe dans son effet, surtout sans air. Ça tire, ça accélère, ça change l'énergie. Trajectoire droite ou parabole. Le frottement vient mettre son grain de sel et limite la vitesse. Le magnétisme, par contre, c'est plus subtil. Ça ne touche que les charges en mouvement. Et sa force, la force de Lorentz, avec sa perpendicularité systématique, elle ne fait que dévier la trajectoire sans jamais changer la vitesse ou l'énergie cinétique. C'est vraiment deux modes d'action très distants. Tout à fait. Et ces modèles, même s'ils sont parfois simplifiés, le champ uniforme, les lois de frottement idéalisées, ils sont la base pour comprendre énormément de choses, des phénomènes naturels aux technologies. L'étude met bien en valeur la puissance de ces lois, Newton pour la gravité, Lorentz pour le magnétisme, pour décrire le monde réel avec une précision souvent bluffante. C'est ça qui est fascinant en physique, je trouve. Absolument. Alors, pour terminer et laisser un peu matière à réflexion, l'étude qu'on a regardée traite ces champs de manière assez séparée. Mais que se passerait-il si on combinait vraiment les deux ? Imaginons une particule chargée qui tombe à cause de la gravité, mais qui, en même temps, traverse un champ magnétique puissant, disons horizontal. Ah oui, bonne question. Comment est-ce que ces deux forces, la pesanteur qui tire vers le bas et change la vitesse, et la force de Lorentz qui dévie sur le côté, mais dont l'intensité dépendrait de cette vitesse changeante, comment est-ce qu'elles combineraient leurs effets ? Quelle forme aurait la trajectoire ? Ça doit être quelque chose d'assez complexe, et peut-être même d'inattendu. Une piste à creuser pour les plus curieux.